Pierre Laurin, bonsoir, spécialiste Bonsoir. de la Russie, du monde post-soviétique. Ulysse Gosset, bonsoir, le monde post-soviétique, on est en plein dedans là, puisqu'on est à Minsk. Ulysse, on attend la photo de famille, c'est-à-dire qu'il y a une première réunion entre les quatre personnalités, et ensuite photo, et ensuite que se passe-t-il, Ulysse? Racontez-nous. Ensuite, ça Dans sera ce palais de l'indépendance. Ça sera la vraie négociation. En ce moment, c'est le contact direct entre les chefs d'État. C'est très important parce qu'il s'agit de créer un climat de dialogue pour voir effectivement si on a envie et jusqu'où d'aller. Ensuite, ce seront les Sherpas qui donneront les points de précision et qui permettront de modifier le fameux texte qui a été déjà préparé, qui est un texte très important puisque ce serait l'accord qui pourrait aboutir dans la nuit, mais sur lequel il y a encore un certain nombre de points qui posent problème. Et donc, c'est sur ces problèmes-là que la négociation va s'engager dans les heures qui viennent. Et c'est vrai que l'optimisme n'est pas de rigueur. Il y aura peut-être un accord de principe, mais on voit mal comment, dans quelques heures, tout pourrait être réglé. D'autant plus, Pierre, que sur le terrain, parallèlement, il y a vraiment intensification des combats entre soldats ukrainiens et rebelles, comme si finalement chacun voulait faire pression sur les négociations. Oui, mais je crois que c'est inévitable dans la mesure où le précédent des négociations en septembre avait très mal tourné pour les rebelles. Parce que à l'approche des négociations, ils avaient suspendu leur offensive. La situation était exactement la même. Une offensive ukrainienne qui tourne mal et les rebelles en profitent et gagnent du terrain. Simplement, en septembre, ils s'étaient arrêtés. Là, ils ne s'arrêtent pas parce qu'il n'y a aucune raison de céder alors qu'ils savent très bien que tant que les négociations ne seront pas sérieusement engagées, ils risquent de se faire gruger. Plus de 5300 morts depuis un an. Mais alors, c'est quoi un plan de paix acceptable pour les deux parties? Eh bien, c'est un plan qui prépare l'avenir. C'est pas simplement le cessez-le-feu. D'abord, il faut que le cessez-le-feu soit respecté. Ça veut dire qu'on essaye de constituer une zone tampon d'une 50aine de kilomètres pour que les deux adversaires ne soient pas vraiment face à face. On imagine aussi le déploiement d'observateurs pour contrôler le cessez-le-feu. Mais après, au-delà de ça, eh bien, il faut négocier deux choses essentielles. Le statut des territoires de l'Est qui ont été conquis. Que deviennent-ils? Est-ce que on va vers une décentralisation que accepte déjà le régime de Kiev ou vers une autonomie? Est-ce que l'Ukraine va devenir une confédération et quelles en sont les conséquences? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quel est le tracé de la frontière? Et surtout, qui contrôle la frontière entre la Russie et l'Ukraine? Parce qu'actuellement, ce sont les séparatistes à l'Est, il y a 400 km environ, qui sont contrôlés par les séparatistes d'un côté et les Russes de l'autre. Autant dire qu'elle est totalement poreuse, cette frontière. Et le régime de Kiev voudrait qu'elle redevienne une vraie frontière et que l'État ukrainien puisse la contrôler. Donc c'est de cela dont les négociateurs vont discuter. Évidemment, c'est pas facile, car c'est un climat de guerre avec d'un côté environ 30 000 rebelles séparatistes, puissamment armés, avec plus de 500 tanks, quelques 900 véhicules blindés, des lance-missiles, enfin beaucoup d'armements et un soutien militaire russe, même s'il n'a jamais été confirmé. Et puis de l'autre, il y a une armée régulière qui a subi des revers au cours des derniers mois et qui a mis en première ligne à peu près 30 000 ou 50 000 volontaires qui sont très combatifs et qui permettent à l'armée ukrainienne de ne pas céder, de ne pas plié, mais on voit bien quand même qu'il y a des problèmes militaires et qu'actuellement le régime de Kiev est en situation de faiblesse. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Pierre, finalement une Ukraine indépendante avec tout de même cette région de l'Est pro-russe qui deviendrait autonome en quelque sorte? Il n'y a aucun inconvénient à l'imaginer. Qu'est-ce que perdrait le pouvoir central dans ce cas-là? Simplement l'illusion, je trouve, l'illusion de l'unité ukrainienne. On part du principe que l'Ukraine est un État unitaire et uni. C'est un État unitaire, certes, mais certainement pas uni. Et il y a beaucoup de pays européens qui sont confédéraux ou fédéraux ou avec de larges autonomies, et ça ne pose aucun problème. Je pense que la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne fédérale, sont des exemples, la Belgique sont des exemples de pays qui fonctionnent, même s'il y a des tensions. Et il y aura des tensions en Ukraine. Parce que, contrairement à ce que l'on imagine d'un pays avec des Ukrainiens, les Ukrainiens, il y a
plusieurs sortes d'Ukrainiens. Il y a des Ukrainiens qui ont été rattachés à la Russie pendant très longtemps, qui sont orthodoxes, qui dépendent pratiquement du patriarcat de Moscou, pour ainsi dire. Et puis, il y a des Ukrainiens qui sont plutôt de tendance polonaise, qui sont catholiques ou bien uniates, qui n'ont pas du tout la même culture, la même religion. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que ni le pouvoir de Kiev, ni les Européens ne tiennent compte de cette réalité des populations. Ulysse Gosset, il y a donc 4 personnalités, les 2 présidents russes et ukrainiens, Angela Merkel et le président Hollande. Il manque Barack Obama. Barack Obama qui continue, semble-t-il, de faire pression. Il a appelé Poutine cette nuit pour lui dire qu'il avait intérêt à lâcher prise. Non mais bien entendu, au-delà de la réunion de Minsk, il y a... forcément le face-à-face Moscou-Washington. Mais ce qui est important, et justement... pourquoi Obama n'est pas là ce soir? Non, mais parce que justement, ce qui est important aujourd'hui à Minsk, c'est que c'est une négociation européenne. L'Europe essaye de s'en sortir par elle-même, sans les Américains, sans l'interférence américaine. Alors, on voit bien les risques que pourrait faire peser l'arrivée d'Obama dans le jeu, puisque Obama est soumis à la pression du Congrès qui voudrait livrer des armes à l'Ukraine. Et si l'Amérique livrait des armes à l'Ukraine, qu'elles soient défensives ou pas, eh bien, on imagine bien que Poutine pourrait alors dire, moi aussi, je vais livrer officiellement des armes. Pourquoi c'est le problème des Américains? Puisque vous dites aujourd'hui, c'est l'Europe qui essaie de trouver une solution. Alors pourquoi les Américains s'en mêlent? Non, mais justement, c'est pas le problème des Américains, c'est le problème des Européens. Obama revient aujourd'hui en Europe, c'est clair, mais c'est le problème que doit régler l'Union européenne d'abord. Et pourquoi c'est le problème des Américains? Parce que c'est la question de l'OTAN qui est posée. La question de fond, c'est est-ce que l'Ukraine va être membre de l'OTAN ou pas? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'elle va être membre de l'Union européenne ou pas? Ou bien est-ce qu'on va trouver un statut nouveau, une neutralité, une finlandisation, comme du temps de la guerre froide, qui permettrait à ce que l'Ukraine sorte de ce conflit Est-Ouest qui ressurgit, malgré le fait que nous soyons au XXIe siècle et qu'on aimerait bien penser à autre chose. Que craint Poutine si l'Ukraine entre dans l'OTAN? Je crois que le problème qui se pose n'est pas tellement de la crainte de la Russie, c'est de l'équilibre de force qui risque de s'instaurer à terme. Là, jusqu'à présent, des pays de l'OTAN ont une frontière commune avec la Russie et ça ne pose pas réellement de problème. Mais l'Ukraine, c'est un autre morceau, c'est un très gros morceau. Jusqu'à présent, ce que craignaient les Russes, c'était la mainmise otanienne sur la Crimée et sur le port stratégique de Sébastopol. Là, maintenant, le problème n'existe plus puisque la Crimée a été rattachée à la Russie et qu'il est difficile de concevoir qu'on puisse revenir sur cela. Donc le dossier de la Crimée, ça y est, c'est... Je crois qu'il est plié. En revanche, dans le reste de l'Ukraine, l'installation de bases otaniennes, eh bien, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur la Russie, ce qui impliquerait pour la Russie de répondre, d'avoir un équilibre sur les zones frontalières, d'où à une augmentation du budget militaire, alors qu'actuellement on essaye, enfin le budget russe est en difficulté et que le seul budget qui ne bouge pas, c'est le budget militaire, pour les raisons que l'on connaît, mais ça crée des contraintes économiques extraordinaires. Dans un pays qui est en crise, absolument, bien, inutile de rajouter. Ouais. Donc je pense que c'est tout un contexte. Et puis en plus, il y a le principe... Gorbatchev avait reçu l'assurance de George Bush père que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Alors, si l'OTAN arrive jusqu'en Ukraine, il y a un problème. Un dernier mot, Ulysse Gosset, sur le tandem que forment Merkel et Hollande. Ça fonctionne bien? Ils sont d'accord sur ce dossier? Ça fonctionne bien et c'est sans doute l'essentiel. Il y a 2 choses qui comptent ce soir. D'abord, c'est que la rencontre ait lieu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y avait des incertitudes. Il a fallu vraiment un communiqué du Kremlin qui confirme la présence de Poutine pour que tout le monde pense que le sommet aurait lieu. Première chose. Deuxième chose, c'est ce couple, ce duo franco-allemand, souvent critiqué. On a dit que Hollande ne s'entendait pas avec Angela Merkel. En réalité, depuis le fameux sommet de Normandie à l'occasion de l'anniversaire du débarquement, eh bien, ça fonctionne bien parce que les deux leaders, Angela Merkel et François Hollande, savent que s'ils ne sont pas unis dans cette négociation, l'Europe perdra. Merci messieurs. À l'instant, la TV russe nous apprend que Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Poroshenko se sont serrés la main.
Voilà, c'est bon signe. C'est déjà un premier pas, Pierre. Ils se sont déjà serré la main dans le passé. Ah voilà, bon, pessimisme. En tout cas, on continue d'en parler avec, dans un instant, l'invité de Routel Krief. C'est l'ambassadeur de Russes en France, monsieur Alexandre Orlov. Très bonne soirée sur BFM TV.